Le palais royal marocain a toujours été associé à la majesté et au pouvoir absolu. Mais derrière ces murailles solides se cachait un autre monde. Un monde hermétiquement clos où seul le sultan avait accès. Ce monde, connu sous le nom de harem, n'était pas simplement un ensemble d'ailes isolées, mais un système complexe, régi par des règles strictes. Les concubines et les eunuques jouaient un rôle central dans la gestion du palais et la préservation de ses secrets. Le harem faisait partie intégrante de la culture royale, reflétant les traditions et les valeurs de la société, tout en renforçant l'autorité et la puissance du roi. Quelle est donc la vérité sur ce monde fermé? Comment était la vie derrière ces portes closes? Suivez-nous pour découvrir toute l'histoire, où les secrets sont révélés pour la première fois. N'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer de nos nouveautés. Le système du harem au Maroc remonte à plusieurs siècles et a été fortement influencé par les traditions islamiques et arabes qui se sont répandues dans la région après la conquête islamique. Le système du harem faisait partie intégrante de la culture royale dans de nombreux royaumes islamiques, où il était considéré comme un symbole de pouvoir et de prestige. Au Maroc, le harem était composé des esclaves féminines qui vivaient dans des ailes spéciales à l'intérieur du palais, ainsi que des eunuques qui avaient pour rôle de garder ces ailes et d'en gérer les affaires. Le harem au Maroc reflétait les traditions et la culture de la société, constituant une partie essentielle du système social et politique du royaume. Le choix des esclaves féminines et des eunuques n'était pas aléatoire, mais effectué avec un soin extrême. Ils étaient recrutés de divers horizons, que ce soit parmi les captifs de guerre ou les jeunes filles achetées sur les marchés aux esclaves. Le harem était un monde secret, strictement fermé, où personne n'avait accès sauf le sultan et sa cour rapprochée. Les esclaves féminines suivaient un entraînement rigoureux, recevant une éducation particulière en art, littérature, musique, ainsi qu'en étiquette royale. Leur rôle ne se limitait pas au divertissement, elles maîtrisaient l'art de la relation avec le sultan et participaient à la gestion des affaires internes du palais, ce qui faisait d'elles des actrices importantes de la vie royale fermée. Certaines esclaves jouaient également des rôles politiques importants, influençant les décisions du roi par leurs relations personnelles. Elles faisaient partie du système politique du palais, servant d'intermédiaires entre le sultan et sa cour. De plus, les esclaves féminines étaient considérées comme des symboles de beauté et d'élégance, veillant toujours à apparaître sous leurs plus beaux jours lors des cérémonies officielles. Les eunuques jouaient un rôle central dans le système du harem. Ils étaient responsables de la garde des esclaves féminines et de la gestion des affaires internes du palais. Leur sélection n'était pas non plus aléatoire. Ils étaient soigneusement choisis parmi les esclaves, car ils étaient considérés comme les plus loyaux et dignes de confiance, en raison de leur incapacité à procréer, ce qui les rendait moins menaçants pour le pouvoir royal. Les eunuques étaient les gardiens fidèles de ce monde fermé. Ils assumaient la responsabilité de protéger les quartiers privés des esclaves féminines et de superviser leurs affaires. Leur rôle ne se limitait pas à la garde. Ils organisaient aussi la vie quotidienne à l'intérieur du harem, supervisant les serviteurs et organisant les rendez-vous ainsi que les événements spéciaux du sultan, ce qui faisait d'eux une part indispensable du système royal complexe. À l'époque des Saadiens, le harem, harimlik, est devenu une institution autonome, fortifiée par des murs solides que personne n'était autorisé à approcher sans une permission spéciale du sultan. Le harem de cette période reflétait la puissance et l'autorité du sultan, étant considéré comme un symbole de la majesté royale et du pouvoir absolu. Le sultan Al-Mansour al-Dahabi fut l'un des exemples les plus marquants de ce système, ayant transformé le harimlik en une institution organisée et rigoureusement administrée. Il fit construire pour chacune de ses esclaves un pavillon privé à l'intérieur du palais, ce qui illustrait son souci du détail concernant la vie au sein du harem. Le nombre d'esclaves féminines dans le harem d'Al-Mansour atteignait 25, en plus de ses 4 épouses qui occupaient les rangs les plus élevés dans la hiérarchie du harem.
Les esclaves féminines étaient choisies avec un soin extrême, provenant de divers horizons, et recevaient une éducation spéciale en art, littérature, musique, ainsi qu'en étiquette royale. Le harem sous les Saadiens incarnait la puissance et l'autorité du sultan. Plus il avait de femmes, plus son influence et la majesté de son palais s'accroissaient. Les Alaouites portèrent le système du harem à un niveau de complexité et d'organisation sans précédent, faisant de ce dernier plus qu'une simple tradition royale, mais un outil pour consolider le pouvoir et renforcer la loyauté. Moulay Rachid fut le premier à poser les bases de ce système durant l'époque alaouite, en imposant aux tribus la remise annuelle de jeunes filles comme marque d'obéissance et de soumission au trône. Cette pratique n'était pas seulement une coutume sociale, mais une politique réfléchie visant à renforcer les alliances entre les tribus et la famille royale, faisant du harem une part essentielle de la structure du pouvoir au Maroc. Moulay Ismaïl fut le maître incontesté de ce système, incorporant dans son harimlik plus de 500 femmes, parmi lesquelles des circassiennes, des turques, des chrétiennes, ainsi que des femmes issues de diverses tribus marocaines. Il était considéré comme l'un des sultans les plus soucieux d'étendre sa descendance, ces femmes lui ayant donné de nombreux fils, ce qui lui permit de fonder un empire basé sur une lignée infinie. Sous le règne de Moulay Ismaïl, le système du harem atteignit un niveau de précision et d'organisation jamais vu auparavant. Les esclaves féminines étaient sélectionnées avec un soin particulier et recevaient une éducation remarquable en art, littérature et musique, devenant plus que de simples favorites, mais une partie intégrante du système royal. Les eunuques constituaient l'épine dorsale de ce système, chargés de gérer les affaires du harem et d'assurer sa sécurité. Ils étaient recrutés en tant qu'esclaves, puis castrés pour garantir leur loyauté absolue et prévenir toute menace potentielle à la famille royale. Grâce à cette fonction sensible, les eunuques jouissaient d'un statut exceptionnel au sein du palais. Ils jouissaient de la confiance des sultans, surveillaient les moindres détails de la vie au sein du harem et supervisaient son ordre strict. Sous le règne du roi Hassan II, le système du harem atteignit son apogée en termes d'organisation et de secret. Il fut solidement ancré comme une partie intégrante des traditions royales, reflétant la majesté du palais et l'autorité du roi. Hassan II considérait le harem comme un symbole de pouvoir et d'influence, le percevant comme une extension de son autorité absolue, non seulement sur le peuple, mais aussi à l'intérieur même des murs du palais. Durant son règne, le secret entourant ce monde était strictement maintenu. Nul, en dehors de l'entourage fermé du palais, n'avait le droit de connaître ces détails. Le système du harem sous Hassan II comprenait des dizaines de femmes, entre épouses, concubines, dames de compagnie et servantes, ainsi que des eunuques chargés de la garde de ce monde secret. Les concubines étaient choisies avec un soin extrême, souvent issues de milieux divers, que ce soit par des alliances tribales ou comme cadeaux offerts par les alliés du roi. Chaque concubine suivait un entraînement intensif en étiquette royale, en plus d'un enseignement en art, musique et littérature, ce qui faisait d'elles des figures influentes au sein du palais. Malgré le secret strict entourant le harem, certains rapports indiquent que les concubines jouaient parfois des rôles politiques importants à l'intérieur du palais. Parfois, elles influençaient les décisions du roi par des relations personnelles, certaines bénéficiant d'une proximité particulière avec Hassan II, ce qui leur conférait une influence indirecte sur les affaires politiques. Ces rôles se déroulaient dans la plus grande discrétion, aucune concubine n'étant autorisée à apparaître publiquement ou à participer directement aux affaires publiques. Le monde du harem sous Hassan II reposait sur un système rigoureux de sanctions et de récompenses, où l'obéissance absolue était la règle fondamentale. Les punitions allaient de l'humiliation publique, telles que forcer les femmes à embrasser le sol devant le roi ou à s'agenouiller à ses pieds, à des châtiments plus sévères comme la prison ou le fouet. Ces sanctions étaient appliquées à toute concubine ou servante, enfreignant les règles strictes établies par le roi. D'autre part, les récompenses étaient accordées aux concubines qui manifestaient une loyauté totale envers le roi. Elles consistaient en cadeaux précieux comme de l'or, des bijoux, ainsi que des vêtements luxueux et des cafetans raffinés. Cependant, des règles strictes étaient appliquées concernant la grossesse. Toute concubine enceinte était contrainte à un avortement forcé dans la clinique privée du palais.
sans que son avis ou sa volonté ne soient pris en compte. Plusieurs concubines du harem de Hassan II sont devenues célèbres, en jouant des rôles importants au palais. Parmi elles, Farida Charkaoui se distinguait par sa proximité particulière avec le roi, étant considérée comme une confidente et une personne de confiance. Elle gérait les clés des pièces fortifiées des palais de Rabat, Dar es Salam et Bouznika, où le roi conservait ses dossiers les plus secrets, son argent et ses trésors. Sa relation avec Hassan II dura plus de 30 ans, faisant d'elle l'une des figures les plus influentes du harem. À côté de Farida, Marjana jouissait d'une place spéciale auprès du roi, qui la consultait sur de nombreuses affaires. Fatima Lamazigh joua également un rôle important dans l'éducation du prince héritier, le roi Mohamed VI. Par ailleurs, Khadija, surnommée Julia, fut sévèrement punie après qu'un prince étranger ait demandé sa main en mariage, ce qui entraîna son emprisonnement pendant plusieurs années. Avec l'avancée en âge de Hassan II, certaines évolutions apparurent dans le système du harem. Certaines restrictions sévères furent assouplies. Cependant, le harem resta une composante essentielle de la vie au palais jusqu'à la mort du roi en 1999. Avec l'accession au trône du roi Mohamed VI en 1999, le royaume du Maroc a connu des transformations radicales dans de nombreux domaines, y compris la vie au sein du palais royal. Le nouveau roi incarnait une nouvelle génération de dirigeants, cherchant à moderniser la monarchie et à la rendre plus conforme aux valeurs contemporaines des droits humains et de la démocratie. Parmi les changements majeurs qu'il a opérés figurait l'abolition du système du harem, qui faisait partie des traditions royales anciennes ne correspondant plus à la vision moderne du roi. Le roi Mohamed VI considérait que le système du harem, reposant sur la présence de concubines et d'eunuques dans le palais, n'était plus adapté à une époque caractérisée par l'égalité entre les sexes. Il décida donc d'introduire des réformes globales visant à libérer les femmes vivant dans le harem et à les intégrer dans la société, tout en supprimant le rôle des eunuques qui assuraient la garde et la gestion du harem. Le système du harem fut progressivement supprimé sous le règne de Mohamed VI, avec des mesures concrètes permettant la libération des concubines, leur donnant la liberté de choisir entre rester sous la protection de l'État ou quitter définitivement le palais. Cette étape représenta un tournant majeur dans l'histoire du palais royal marocain, mettant fin à des siècles de traditions reposant sur un monde secret à l'intérieur du palais, abritant femmes et eunuques. Les eunuques furent remplacés par des fonctionnaires civils, chargés de la gestion des affaires du palais, reflétant ainsi l'orientation du roi vers la modernisation du système administratif du palais royal pour le rendre plus ouvert et transparent. De plus, plusieurs rites et traditions anciennes liées au harem furent abolis, notamment le système strict de sanctions et les récompenses accordées aux concubines en fonction de la satisfaction du roi. L'abolition du système du harem fut largement saluée par les organisations internationales et les militants des droits humains, qui y virent un progrès considérable en faveur de la promotion des droits des femmes et de l'égalité des sexes au Maroc. De nombreuses instances internationales louèrent également le roi Mohamed VI pour ses réformes sociales et politiques visant à moderniser le royaume et à l'aligner sur les normes internationales. Cependant, cette réforme suscita aussi des critiques de la part des conservateurs, qui considéraient que l'abolition du système du harem représentait un éloignement des traditions royales, qui faisait partie de l'histoire et de la culture du Maroc. Ses opposants craignaient que cette mesure ne conduise à la perte de certains aspects patrimoniaux qui caractérisaient le palais royal marocain. Malgré ces critiques, la suppression du système du harem fut une étape importante vers la construction d'un système monarchique plus moderne et ouvert, reflétant la vision du roi Mohamed VI pour moderniser le Maroc et en faire un État en accord avec les valeurs de l'époque contemporaine. Pour conclure, le roi Mohamed VI a tiré un trait sur des siècles de traditions royales fermées, mettant ainsi fin à l'un des aspects les plus secrets et complexes du palais marocain. Alors que certains ont vu cette démarche comme un pas vers la modernité et l'ouverture, d'autres y ont perçu une rupture avec un héritage royal transmis de génération en génération. Mais une chose est certaine, le système du harem, qui fut pendant des siècles un symbole de pouvoir et d'influence au sein du palais, appartient désormais au passé. Nous arrivons ici à la fin de la vidéo d'aujourd'hui.
Ne manquez pas l'occasion de suivre toutes nos nouveautés en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. À bientôt pour un nouveau documentaire.